Bonjour, je vous emmène en balade dans le quartier de Bercy, cours Saint-Émilion. C'est juste en face de la bibliothèque François Mitterrand, mais de l'autre côté de la Seine. C'est un ancien site de négoce du vin qui a été entièrement rénové et qui revit aujourd'hui de façon spectaculaire. C'est un quartier de bureaux, de commerce, mais vous allez voir qu'il est vivant, chaleureux et plein, vraiment plein de belles surprises. Vous me suivez en selle pour un nouveau numéro de Paname. Et comme on est dans le quartier du vin, je vais commencer par y goûter dans un restaurant qui rend hommage à l'histoire du lieu. Allez, on descend à la cave. Bonjour, la cave s'il vous plaît. Bonjour monsieur, c'est par ici. Merci. Pas mal. Bonjour Cédric. Bonjour, C'est vous le sommelier? c'est moi, enchanté. Enchanté. Elle est impressionnante votre cave. Il y a combien de bouteilles en tout? Alors, une bouteille, c'est toujours assez compliqué. On a à peu près 300 références de toute région et tout pays, en blanc, en rouge, en champagne, voilà. Et alors comment vous y retrouvez? Alors c'est un concept qui est assez différent et qui est vraiment spécifique au Chez 33. Alors en fait, on a 3 codes couleurs pour les blancs et 3 pour les rouges, et on les range vraiment par goût et couleur et typicité. Donc vous avez pour les blancs les légers et mordants, vous continuez avec les secs et tendres, et vous finissez en bas avec les doux et éclatants. Donc pour les rouges, vous commencez avec les frais et gourmands, qui sont des vins très légers sur le fruit. Vous allez monter un petit peu en gamme avec les fruités intenses, qui vont être des vins un petit peu plus structurés, une trame tannique légèrement plus présente. Et vous finissez avec les riches et soyeux, qui vont être des vins vraiment assez puissants, de la matière et de la concentration. Pourquoi ce classement? C'est pour un peu casser certaines idées qu'on pourrait avoir de certaines régions et vraiment mettre en avant le produit, le goût, la typicité. C'est génial, c'est vraiment fait pour les gens qui ne connaissent rien. C'est ça, c'est pour ça on a souvent des clients qui arrivent et disent voilà, nous on n'y connaît rien, on dit bah, c'est pas grave. Vous avez le code couleur qui est ici, nous sommes également là pour vous aider. Et c'est pour ça que les gens sont à l'aise et n'ont pas peur de dire qu'ils ne s'y connaissent pas. On ne juge pas les gens et on est justement content de partager notre savoir, notre connaissance, en toute modestie bien sûr. Mais voilà, c'est un pur échange et c'est très convivial. On est dans la première cave, Cédric, mais c'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y en a d'autres bien sûr. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur le côté. Vous avez juste en face de vous les paradis blancs avec les plus belles bouteilles en blanc du restaurant. Vous avez également ici une armoire à digestif avec des cognacs, des armagnacs, un petit peu de rhum également. Le paradis des champagnes, qui est vraiment en cave réfrigérée à bonne température, donc prêt à servir. Des eaux de vie un petit peu, de fruits, donc de poires, un peu de madère. Et vous arrivez dans les 33 coups de cœur du restaurant. Et ça, c'est quoi? Alors ça, du coup, c'est une machine qui nous permet d'ouvrir certaines de nos plus belles bouteilles et de les proposer au verre. Donc ça vous permet de vous faire plaisir avec un verre de vin sans acheter la bouteille et mettre à un prix un petit peu plus exorbitant. Comment ça marche? Alors en fait, les bouteilles vont être ouvertes et vont être placées sous vide et c'est de l'azote qui va être injecté dans la bouteille, ça pour enlever l'air et compenser du coup le manque de l'air. Et l'azote va conserver le vin en fait de 2 à 3 semaines à peu près. L'azote, ça ne détériore pas le vin? Pas du tout, ça lui permet de rester un peu plus entre guillemets tranquille et d'être conservé sans souci. Comment ça s'appelle cette machine? C'est une onomatique, c'est le nom vraiment de la machine et qui a un véritable plaisir pour les sommeliers pour travailler avec parce que ça élargit justement nos possibilités de vin qu'on propose au verre. Il fait chaud, ça donne soif tout ça. Qu'est-ce que vous me proposez de frais et gourmand, tiens? J'ai un vin à vous proposer tout à fait dans l'esprit de la maison, vous allez voir, c'est une belle découverte. Donc voilà, le vin tant attendu. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, là, vous êtes sur un Côte-du-Rhône et qui reste sur quelque chose d'assez fruité, léger, structuré, Velouté. velouté, exactement. C'est très étonnant parce que le Côte-du-Rhône, c'est plutôt tannique. C'est ce qu'on s'attend à avoir. C'est très suave, assez subtil et c'est pour ça qu'on l'aime. Parce que justement, on est vallée du Rhône, mais sur quelque chose de délicat. On sent les fruits rouges, hein. Très. C'est vraiment très agréable. Merci Mais je vous en prie. pour cette découverte. Je vais quitter la fraîcheur de votre cave pour la chaleur des fours à pain
On dirait le pain et le vin, ça va bien ensemble. C'est complémentaire. Ça marche? On reste dans l'idée. J'adore. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Yvan. Dites-moi, vous êtes le directeur d'un bien bel établissement. Oui, c'est vrai, j'ai cette chance. Nous sommes dans un lieu qui est un lieu historique, puisqu'il s'agit d'un bâtiment classé qui a été conçu par un élève de Gustave Eiffel qui s'appelle Ingénieur Lheureux. Et originellement, donc, les locaux étaient utilisés comme chais. Alors, qu'est-ce qu'on fait précisément ici? Alors, dans cet établissement, donc, on prépare des jeunes et des adultes au diplôme de la filière de boulangerie-pâtisserie. Vous me montrez, ça se passe où? Ça se passe de ce côté-ci. Je vous précède. Là, ce sont les photos des anciens élèves? Oui, tout à fait. Donc là, on a un groupe d'apprentis en CAP boulangerie, puisque parmi nos élèves, donc, on accueille des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de l'apprentissage. Là, ils sont plus âgés. Donc là, ils sont plus âgés, puisque là, on a un groupe d'adultes en reconversion, donc qui suivent des formations intensives, puisqu'elles sont plus courtes que pour les apprentis. Dites-moi, il n'y a pas beaucoup de femmes? Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la partie boulangerie, même si les choses sont en train d'évoluer. Ah, j'en vois une là. Voilà. Et l'évolution, c'est que les femmes qui viennent en boulangerie ne seront pas la boulangère traditionnelle derrière la caisse, mais la boulangère dans le fournil. Qui fabrique, qui fait le pain. Qui fabrique et qui Une sera la vraie boulangère. patronne, mais d'une autre manière. Il y a des gens de toute population, de toute nationalité? Alors, de toute population, de toute nationalité, puisque effectivement, on accueille aussi des stagiaires étrangers. Et cet été, par exemple, en ce moment même, nous avons des stagiaires liés au Grand Moulin de Paris qui ont été à l'origine de la création de l'école et qui viennent du monde entier, qui sont des clients de l'international. Et là, qu'est-ce qui se passe là, à côté là? Alors là, à côté, donc, c'est un de nos fournils dans lequel se trouve un groupe de stagiaires étrangers, clients des Grands Moulins de Paris à l'international. On peut rentrer? Bien sûr. On y va. Pardon. Oh là, il fait chaud chez vous. Ah oui, surtout en ce moment, effectivement, On est à combien, là les températures sont élevées. Donc là, on est dans un atelier de boulangerie. Vous trouvez qu'il fait chaud? Ah oui, il fait combien là? Là, on aborde les 45. Alors c'est vrai que même en buvant toute la journée, à un moment donné, même avec l'habitude, on a vraiment très chaud. Vous perdez combien de kilos par jour? Je sais pas, mais toujours est-il, je pense que j'en prends pas. Bon, voyons voir. Ah, bravo! Bravo. Voyez, Bravo, là, Dominique. on a le verdict avec de la bonne farine et des bons conseils. Les instructions, on arrive à avoir quelque chose de bien alvéolé. Ça, c'est du bon pain. Ça, c'est du bon pain. Quand on voit une belle baguette alvéolée, malgré la chaleur. Et donc, vous voyez, on a encore ce petit côté croustillant. Bon, on la mange C'est cette sympa. baguette ou pas? Allez, qu'est-ce que vous voulez dessus? Un petit morceau de Un fourme petit d'Ambert. morceau de fromage, ouais. On dit toujours qu'on est comme les enfants, on aime bien manger le croûton. Moi, j'adore ça. Ça va? Je suis resté un gamin. Merci. M'accompagner? Bien sûr. Dominique aussi? Les deux Dominique. Allez, les deux Dominique. Eh bien, écoutez, bon appétit. Ça croustille encore sous la dent. Là. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Dites-moi, Dominique, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on fait de tout ce pain après? Vous mangez tout? Avec de la fourme d'Ambert? Alors, il y a une petite partie qui est donc donnée, bien sûr, aux élèves ou aux stagiaires. Mais la plus grosse partie est donnée tous les jours en fin d'après-midi aux petites sœurs des pauvres du 12e, qui elles-mêmes redistribuent ou proposent à des SDF, entre autres, des repas au petit déjeuner. Donc,
Et d'ici 1 heure, ils seront là pour récupérer tous ces produits. Ah ben on va les accueillir. Volontiers. En finissant le pain et la pomme de mer. Pas de problème. Hop, je vais vous aider. On va faire ça à 2. Un autre sac, ma sœur. Bonjour Vincent. Bonjour. C'est agréable de prendre le frais ici dans ce parc. Vous m'avez donné rendez-vous où? Sous les vignes? Oui, je vous ai donné rendez-vous sous les treilles de vignes. Donc on est dans un des carrés là, du jardin de la mémoire qui rappelle un petit peu l'histoire du site, des chais évidemment. Donc on est toujours un petit peu dans le vin ici. Parce qu'on est sur l'ancien terrain du marché au vin. Hein. Voilà, exactement. En fait, le marché s'étendait vraiment de la cour Saint-Émilion jusqu'au palais Omnisport. Et toute une partie, en fait 14 hectares, ont été transformés en parc. Et qu'est-ce qui reste comme vestige de cette époque? Alors il reste pas mal de choses, mais il faut être un petit peu curieux. Alors il reste quelques bâtiments comme celui qui est juste à côté de nous, qui était un ancien bâtiment de garde, en fait, des entrepôts de vin. Mais il reste aussi des vestiges comme les allées avec leurs pavés et les rails qui permettaient de faire circuler les wagons-citernes. Et puis il reste également en fait des aménagements paysagers qu'on a recréés, mais dans l'esprit du site qui existait avant. Donc il n'y avait pas de vigne ici, mais il y a quand même l'idée du vin. Mais il y a également le potager, la roseraie, qui rappelle un petit peu les jardins de banlieue qui existaient ici. Comment ça? Il y a un potager qu'on peut cultiver? Qu'on peut cultiver, que certains peuvent cultiver. C'est un potager qui est juste derrière moi et qui est en fait cultivé par des enfants du quartier, donc par des écoles, des associations, centres de loisirs, encadrés par des animateurs, par des agents de la ville. Voilà, pour les sensibiliser, ces enfants, à la nature, aux engrais bio, à la pollinisation, au jardinage en général. C'est un jardin public pour tout public? Voilà, c'est un jardin public qui est vraiment adapté à tous. Chacun peut trouver le petit coin, ou le grand coin d'ailleurs, qui lui convient. Il y a plein de surprises? Il y a des surprises partout. Voilà, à chaque pas, il y a une surprise, à chaque pas, il y a une nouvelle perspective, à chaque pas, il y a des choses à voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Alors, ce qu'il ne faut pas louper, c'est déjà toute la partie où nous sommes tout de suite, c'est-à-dire vraiment le jardin de la mémoire avec ses 9 carrés. Donc il faut aller se perdre à la roseraie, il y a à peu près une centaine de variétés de roses différentes. Il faut aller se perdre dans le labyrinthe, même s'il n'est pas d'une haute technicité. Il faut aller flâner dans le secteur des pelouses des vagues qui évoquent l'eau et le printemps, le potager bien entendu. Et puis il ne faut pas rater non plus tout le jardin romantique qui s'organise autour d'une grande pièce d'eau avec un cheminement qui est très fluide, très varié, très plaisant, très tranquille. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce jardin? Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement? C'est en fait tout ce que je viens de dire, c'est ça, c'est cette variété. Et puis c'est aussi cette idée que la ville se construit petit à petit, mais sans faire complètement table rase du passé. En se réinventant sans arrêt, mais en respectant un peu son passé, sans forcément le conserver totalement sous cloche. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Ce que je vous conseille, c'est de partir par là, d'aller faire un petit tour dans le labyrinthe et de flâner pour essayer justement de trouver ces surprises. Même en vous perdant, je pense que vous apprécierez mieux le jardin. Eh bien, je vais suivre vos conseils. Merci. C'est moi. Bonne promenade.
Ah, Frédéric. Ah, Yvan. Cherchez ma voix, mon Oui. guide. Ah oui, j'imagine. Mais vous savez que c'est une voie sans issue pour vous, hein, regardez. Eh oui. C'est tout fermé. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Dites-moi, vous m'avez donné rendez-vous dans ce parc de Bercy. Ouais. Ça vient d'où ce nom, Bercy d'ailleurs? Alors, Bercy, c'est un très vieux mot. Berzils, vous voyez. Alors, me demandez pas comment on l'écrit, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas, on prononçait. Ça voulait dire sans doute berger, bergerie. Donc, on imagine ici des pâturages avec des pâtres qui mènent leurs troupeaux. Mais comme on se trouvait au bord de la Seine, on s'est dit petit à petit, tiens, mais pourquoi pas s'en servir de port? Pourquoi est-ce que les bateaux ne viendraient pas accoster? Et un port consacré à quoi? Au début, on s'est dit, on va apporter du bois. Quand je dis on s'est dit, c'est parce que c'était une matière première nécessaire, vitale. Non seulement ça servait à construire, on construisait des maisons, mais on construisait aussi des charrettes, des chariotes, des carrosses. Et puis en plus, le bois servait à se chauffer et à cuisiner. Donc ça servait aux particuliers et aux métiers de bouche. Alors vraiment, il y avait une consommation de bois importante. Et comment c'est devenu un lieu consacré au vin? Toujours pareil. D'abord, parce qu'à Paris, on boit beaucoup de vin. C'était une plaque tournante. Mais oui, mais il y avait un monde ouvrier très important. Il y a un grand vignoble autour. Il y avait un grand vignoble tout autour, mais non seulement là, mais on allait chercher le vin en Bourgogne, on le remontait par les fleuves, on allait le chercher en Bordelais, on allait le chercher du côté d'Orléans, puisqu'il y avait un très beau vignoble. Et tout ça, c'est grâce à Louis XIV, si ça s'est développé. Louis XIV est arrivé un jour. Non mais imaginez la visite de Louis XIV, le roi Soleil qui quitte Versailles. Oui, tiens, aujourd'hui, que je vais faire? J'allais à Bercy. Oh, Majesté, vous êtes sûr? Oui, oui. Alors là, j'arrive. Et puis tout le monde se met à genoux. Vous savez ce que c'est quand le roi se présente? Sauf un qui avait l'air d'être debout. Alors Sa Majesté, on fait venir auprès de Sa Majesté ce type qui mérite la peine de mort parce qu'il est resté debout. Oui. Alors Sa Majesté lui dit, vous êtes resté debout, pourquoi? Alors le gars lui explique, c'est un géant, il fait 2,53 m de haut. Donc il dit, Jean, je suis plus grand que les autres. Et il explique à Sa Majesté que avec cet octroi, évidemment, ça ferme un petit peu le commerce. Ça réduit le commerce du vin dans Paris. Et ça, Sa Majesté, à ce moment-là, comprend l'intérêt. Il dit, nous levons l'octroi, au revoir. Et alors, pourquoi c'est tombé en désuétude? Alors, c'est tombé en désuétude, le mot est un peu fort, parce qu'au 19e siècle, c'est encore extrêmement vivant. C'est au début du 20e, où évidemment le chemin de fer ayant fait son arrivée à Paris et dans Paris, ça remplace les top au bord de la Seine. Du coup, tout arrive par chemin de fer. Ici, on ne s'en occupe plus, le terrain est un petit peu perdu, ça reste en friche, jusqu'à la fin du 20e, où à l'époque, on commence à construire un petit peu de part et d'autre. Qu'est-ce que j'entends, Frédéric, là? C'est de la musique, c'est la Zikmu. C'est la Zikmu? Oui. Quelle musique? de Limonaire. L'orgue de Barbarie, enfin l'un ou l'autre, oui, vous avez raison. Ça vient d'où? Ça vient du musée d'art forain, juste à côté, là. Il faut le voir, hein. Je vais y aller. Vous avez le temps? Oui. Bon, allez-y, moi, continue ma je balade. connais par cœur. Moi, je vais me promener dans les bois avec le petit cheval. Attention, c'est pas un pur sang. Non. Ça vous dirait de faire un petit tour de manège? Moi, j'en ai très envie. Merci Joris de m'accueillir sur votre manège. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. On est parti là. Oui, attention, ça part, on ne s'y attend pas, regardez. Ouais, c'est bon, ça va. Dites-moi, je vous ai vu avec un groupe tout à l'heure. Vous êtes guide conférencier. Voilà, exactement. Il est incroyable ce musée, il est unique au monde. Je pense qu'il est unique au monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs privés qui risquent leur collection, c'est-à-dire qu'ils le mettent à nu comme ça, les gens peuvent toucher les animaux, caresser, parler à l'oreille des chevaux, murmurer à l'oreille des chevaux, et surtout essayer les jeux anciens qui ont plus de 50, 100 ans. Et qu'est-ce qu'on présente exactement ici alors? On présente la collection d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Favant, qui a passé sa vie à récupérer des objets de spectacle, des curiosités, des objets étranges, poétiques, magiques, qui l'ont inspiré et qui donnent un peu de poésie dans notre quotidien. Et il a réuni cette énorme collection en un seul endroit, ici, le musée des Arts forains. Et justement, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire ces objets? Il nous raconte notre enfance, pour beaucoup,
un passé qu'on n'a peut-être pas tous connu, mais le passé de la fête foraine notamment, c'est le passé du divertissement, parce que tout le monde allait à la fête foraine, forcément au 19e siècle notamment. Tout le monde s'amusait par le biais de la fête foraine. Et il nous raconte aussi tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu comme œuvre d'art, les contes, les mythes, les légendes, les mystères, on les retrouve dans ces objets. Et puis ça montre aussi, tous ces objets, toutes les dernières technologies de l'époque. Ah oui, bien sûr, on allait pour plein de raisons à la fête foraine, on y allait pour jouer, pour oublier le quotidien, pour rencontrer d'autres personnes, pour danser, mais aussi pour apprendre sur la science, sur les découvertes qui se faisaient. Par exemple, la lunette astronomique qui est une invention à partir des jeux de lentilles des forains. Donc on venait aussi découvrir la modernité, l'électricité qui est arrivée, bien sûr. Comment ça, l'électricité? L'électricité n'était pas dans les foyers, elle était avant tout à la fête foraine. Et sur les affiches de spectacles de fête foraine, on voit le mot électricité qui apparaît en petit d'abord, ensuite qui grandit et qui se met en haut de l'affiche pour devenir une attraction en soi. La fée électricité, la magistricité se découvre à la fête foraine. On venait pour voir des ampoules fonctionner, parce qu'on avait des lampes à huile. Ça fait combien d'années que vous êtes guide conférencier ici? Alors je ne les compte pas ces années, pour ne pas voir le temps passer, et j'ai l'impression de fondre comme ça avec le musée, mais ça fait un certain temps. Et comment vous êtes arrivé là? Eh bien, je suis artiste et c'est une des conditions pour travailler ici, édictée par monsieur Jean-Paul Favant lui-même. Il faut être artiste parce qu'il faut accorder une place importante au rêve ici et à l'histoire pour travailler. Donc on est tous artistes. Vous êtes un peu comédien là? Voilà, comédiens, d'autres sont chanteurs, musiciens, sculpteurs, parfois danseurs. Voilà. Et cet univers, vous ne vous en lassez jamais? Bah non, voilà, regardez, je m'amuse encore ici. Vous êtes toujours un gamin? Voilà, je suis un gamin, et avec les gens, et puis c'est intéressant de voir la réaction des gens ici. Ceux qui découvrent, les enfants, ceux qui redécouvrent, les parents, les grands-parents, qui retombent sur un jeu ancien. Et puis il y a des choses qu'on n'a jamais vues, parce que c'est des créations. M. Favant crée des œuvres à partir des objets anciens de sa collection. Donc il y a un émerveillement. C'est assez facile pour moi d'être guide. Hein. J'ai juste presque à montrer du doigt un objet pour que les gens l'apprécient. C'est peut-être même trop facile pour moi, donc c'est vraiment un cadre idéal pour travailler. Là, on est dans le musée des Arts Forains. Voilà, une des salles qu'on visite. Mais il y a d'autres salles. Et oui, bien sûr, il y a le Théâtre du Merveilleux, le Salon Vénitien, il y a même des jardins qu'on visite. Et si vous désirez, je peux vous emmener faire un tour. Alors, on va arrêter de faire du manège là, parce que je commence à avoir un peu la tête qui tourne, pas vous? Oui, mais c'est le but, ça tombe très bien, ça veut dire que vous êtes laissé aller, c'est parfait. On arrête quand vous voulez. Ça, c'est la musique que j'entendais tout à l'heure, Joris. Voilà, c'est ça, c'est l'orgue Mortier de 1924 qui fonctionne toujours ici et qui lance cette musique dansante. On espère que tout le monde va danser la valse dans quelques instants, accompagné par les carillons muraux et le piano mécanique qui est juste derrière. Et ces trois instruments jouent ensemble, alors qu'ils viennent d'époques différentes, cette petite fantaisie de valse. Et ça transforme toute la salle en salle de bal. Exactement. Vous voyez, il y a de la place pour que tout le monde puisse danser sous le regard auguste des personnages célèbres du 19e siècle aussi. C'est la fin de cette chouette balade dans le quartier de Bercy. J'ai passé un super moment dans ce musée des Arts Forains. Là, on va faire un tour de manège. J'ai besoin de mollets. Là, Olivier, tu peux nous rejoindre? Là, j'ai besoin de bonnes jambes. Allez, dépêche-toi parce qu'on nous attend là. Ça presse. Allez, c'est bon, allez, hop, on est parti. Si je devais revoir la scène, bien sûr que j'aurais de la peine. Si je retournais à Paname, il reviendrait mon vague à l'âme. Car dans ces rues, j'y ai laissé les morceaux de mon cœur brisé. Et depuis, sans me retourner, je m'évertue à t'oublier. Et depuis, dans les rues de Londres, ton souvenir me suit comme une
toi, les larmes que je verse pour toi. Les hivers succèdent aux automnes et la vie est bien monotone. Je rêve parfois de printemps, ils sont partis depuis longtemps. Ils sont partis depuis longtemps. Ils sont partis depuis